Dans cette vidéo, je vais vous partager un tout petit peu qu'est-ce que j'ai appris durant cette semaine. Enfin, un truc en particulier que j'ai appris durant cette semaine. Donc, vous pouvez voir un peu cette vidéo en mode comme une documentation, ok, de mon apprentissage. D'ailleurs, je me dis que ça aurait été vraiment incroyable si depuis le début de ma chaîne, chaque semaine, j'avais fait une vidéo euh, pour documenter mon apprentissage. Ça aurait été incroyable. Alors là, vous auriez pu voir. En fait, vous auriez su exactement tout ce que j'ai appris depuis le début et dans quel ordre. Bref, ça aurait été incroyable. Mais ça aurait été aussi bien pour moi euh, pour avoir une trace de mon parcours. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais vous parler d'un concept que j'ai découvert, enfin, j'ai véritablement découvert cette semaine. Pas de spoil, pas de rétention. C'est l'open source. C'est l'open source. Et en fait, je vais vous expliquer un petit peu le contexte. En début de semaine, je suis tombé sur cette vidéo et je l'ai regardée, tu vois. Donc, cette vidéo prétend qu'on devrait arrêter d'utiliser NVTen car il y a un outil qui est 10 fois mieux, 10 fois plus vite. Pour pas vous faire perdre de temps, c'est un outil de... qui permet de générer en fait des, des, des workflows. Bon, pas sur NVTen, hein, c'est un outil à part. Et en gros, tu parles dans le chat, un peu comme les outils de vibe coding, et il te permet de générer des automatisations. Ok, ça te génère une sorte de, ça te pose des questions et ça te génère une sorte de workflow sur la droite. Je sais pas si on le voit bien ici, mais voilà, une sorte de workflow comme ça. Alors déjà, ma première impression quand j'ai vu cette vidéo, c'était que non, cet outil ne remplacera pas N8N et ne dépassera jamais N8N. Déjà pour la première raison qui est que c'est bien beau pour des automatisations qui sont simples, mais la complexité technique dans laquelle on peut rentrer en utilisant N8N, cet outil n'arrivera jamais à faire ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, cet outil ne tourne pas en local. C'est ce que vous allez voir, c'est ce que certains commentaires vont dire. N8N, on peut le déployer en local. C'est quand même beaucoup plus safe. Donc là, il y a la sûreté. Mais il y a aussi le coût, l'aspect financier. Et si on descend un tout petit peu, je vais voir ce commentaire-là qui dit top, mais deux remarques. N8N va le faire à coup sûr. Ça, c'est vrai d'ailleurs. N8N va forcément le faire tôt ou tard. Deux, tu utilises le mot agent IA de manière extrêmement abusive. Bon, ça, c'est tout le monde. Trois, ce n'est pas open source. C'est sur ça que je voudrais m'arrêter. Ce n'est pas open source. Alors, c'est quoi l'open source? Euh, j'ai demandé à ChatGPT. J'ai demandé à ChatGPT de me donner une définition de l'open source. Donc voilà. ChatGPT me dit que l'open source, c'est un modèle de développement dans lequel le code source d'un logiciel est accessible à tous. Cela veut dire que n'importe qui peut consulter, modifier, améliorer ou adapter le logiciel à ses besoins. Pour N8N, ça veut dire que la communauté peut contribuer directement à l'outil, créer ses propres modules et que l'on n'est pas dépendant d'une entreprise pour chaque évolution ou correction. Donc le fait déjà que on puisse héberger N8N en local, donc dans son propre ordinateur ou dans un serveur, déjà ça c'est une caractéristique de l'open source, ok? Parce qu'en fait, si c'est possible, c'est justement parce que le code de N8N, il est disponible publiquement. Ok, donc nous, on peut directement prendre le code de N8N et le faire tourner sur notre ordinateur. Donc N8N va tourner directement chez nous. Donc N8N va se charger, enfin l'entreprise N8N va se charger un tout petit peu de rien au niveau de la puissance, ok, de la puissance dont on a besoin pour faire tourner nos workflows, de la sécurité, des mises à jour, etc. Tout ce qui est mise à jour, par exemple, on va devoir le faire manuellement nous-mêmes, étant donné qu'on héberge N8N en notre sein. Alors que si on utilisait la version cloud de N8N, qui est payante d'ailleurs, eh bien, N8N se serait chargé de tout. Les workflows, etc., n'auraient pas tourné grâce à euh, notre ordinateur, la puissance de notre ordinateur, mais plutôt grâce à la puissance que N8N nous met à disposition, la puissance de leur machine, de leur serveur. Tout ce qui est de la sécurité, ils gèrent. Là bon, faut faire quand même attention, faut prendre des mesures. Mais ils gèrent, mais aussi les mises à jour, eh bien, ils s'en chargent, tu vois. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est peut-être de cliquer sur un bouton pour faire une mise à jour. Et même, il y a certaines qui vont être faites automatiquement. Donc voilà, tout ça, c'est une caractéristique de l'open source. Donc open source qui fait opposition à closed source. Je peux appeler ça comme ça. Je sais pas si c'est un terme qui existe, mais je pense que je l'ai déjà vu. Donc open, close, ok, c'est l'inverse.
Un outil closed source, ça va être par exemple tous les SaaS que vous pouvez voir sur Internet, qu'on a accès de manière payante. D'ailleurs, truc, Make, ok, pour rester dans le contexte, bah, Make, c'est un outil closed source, si je peux appeler ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, Make, on ne peut pas l'utiliser de manière locale. On est obligé de payer Make, tu vois. Il n'y a pas l'option pour auto-héberger Make. Le logiciel dont on t'en parle dans cette vidéo, d'ailleurs, je vais voir si le lien il est dans la description. Donc voilà, le lien il est là. Eh bien, ce logiciel aussi, il est close source en fait, parce qu'on n'a pas l'opportunité de l'auto-héberger. Le seul moyen pour nous de l'utiliser, eh bien, c'est de payer ou de rester dans les limites du plan gratuit. Et en fait, comme ça a été aussi spécifié par ChatGPT, le caractère open source permet en fait la contribution de la communauté, d'accord? Étant donné que le code du logiciel, il est disponible publiquement, eh bien, tous les développeurs, en fait, ils peuvent tout simplement apporter leur contribution au projet. Voilà, ils voient le code de l'application, comment l'application elle fonctionne, et ils peuvent tout simplement dire, voilà, moi j'ai envie de rajouter telle ou telle fonctionnalité. Ils contribuent au projet. Donc la contribution, c'est une caractéristique essentielle de l'open source. Au fait, le code source de NBTen, vous pouvez le trouver hein, si vous tapez NBTen. Normalement, il est sur GitHub. Donc là, eh bien, ça, c'est tout le code de NBTen. OK? Tout ça, c'est le code de N8N. Lorsque vous installez N8N sur Docker, eh bien, c'est tout ce code-là, en fait, que vous installez. Euh, Moi, j'ai par exemple Hostinger. Hostinger N8N, un VPS Hostinger N8N. D'ailleurs, beaucoup pensent que ça, c'est une version cloud de N8N. C'est pas une version cloud de N8N. C'est une version, on va dire, auto-hébergée, mais juste pas locale. C'est une version auto-hébergée, mais qui est à distance. Comment l'expliquer? En fait, on peut dire qu'il y a trois versions de N8N. On va dire qu'il y a la version cloud. Ok, c'est la version sur le site de N8N, on paye 20 euros, je crois, chaque mois. Ça, c'est la version cloud. Ensuite, la deuxième manière d'utiliser N8N, c'est en local, auto-hébergé en local. Donc, c'est toi qui héberges la chose en local. Et ça, c'est par exemple sur Docker. Donc, tu as Docker sur ton PC. J'ai fait un tutoriel pour héberger N8N sur Docker. Mais, en gros, tu héberges la chose sur ton propre ordinateur à travers Docker, tu vois. Et du coup, bah, tu n'as pas besoin de payer, comme j'ai expliqué tout à l'heure, tous les avantages que j'ai expliqués tout à l'heure. Et la troisième façon, on va dire, d'utiliser N8N, c'est enfin, auto-hébergé, mais sur un serveur distant. OK? Donc, en gros, ce que tu fais, et ce que la plupart des gens font, et peut-être qu'ils ne le savent pas, c'est que auprès de Hostinger, que vous voyez ici, par exemple, hein, Hostinger, c'est un fournisseur parmi tant d'autres, vous allez souscrire à ce qu'on appelle un VPS. Ok, ce qui est là, c'est un VPS. VPS qui veut dire Virtual Private Server, c'est un serveur privé virtuel que vous avez accès de manière virtuelle, bien que les machines soient physiques quelque part dans le monde. Et en fait, il vous loue. Hostinger va vous louer cette machine-là. C'est un ordinateur qui est quelque part dans le monde. Hostinger vous le fournit et cet ordinateur, il a ces spécificités-là. Donc, il a deux cœurs de CPU de son processeur. Sa RAM, c'est 8 Go. Son espace disque, c'est 100 Go. La bande passante, c'est ça. Donc, en fait, il vous fournit un ordinateur juste qui est distant, mais vous pouvez profiter de la puissance de cet ordinateur-là pour faire tourner vos workflows, pour faire tourner ce que vous voulez. D'ailleurs, je précise, et on va en parler tout à l'heure dans la vidéo, pas que des workflows N8N, ce que vous voulez. Et en fait, c'est juste que c'est un ordinateur, ok? C'est une machine privée qu'il vous prête, qu'il vous loue d'ailleurs, parce que vous devez payer quand même. Mais vous avez l'opportunité, en fait, sur cette machine d'installer, par exemple, N8N. Et c'est ça que vous faites, par exemple, lorsque vous souscrivez à ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs Hostinger est assez prisé pour ça. C'est parce qu'en fait, il nous offre l'opportunité directement d'installer N8N directement sur la machine. OK? Donc, en gros, toi, tu souscris à la machine, à l'ordinateur. Et Hostinger, si tu sélectionnes N8N à l'inscription, eh bien, il t'installe directement N8N. Ça, ils ont pu paramétrer ça de base parce que justement, ils ont accès au code de N8N. Donc, ils ont fait une sorte de template pour faciliter aux gens, en fait, et qu'il n'y ait pas trop de complexité technique, tu vois.
Et du coup, peut-être que vous vous posez ou que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi payer ça, sachant que je peux utiliser par exemple Docker, tu vois? Je peux utiliser Docker Desktop qui tourne directement sur mon PC. Et là, j'aurais même pas à payer une machine virtuelle parce que c'est mon PC, tu vois? Bien, la raison, elle est simple. Enfin, l'une des raisons, en fait, c'est que, en fait, si je fais tourner la chose sur Docker, je suis obligé de laisser mon PC allumé. Je suis obligé. Parce que, voilà, Docker, en fait, c'est des conteneurs qui tournent dedans. Et il faut, en fait, que les conteneurs soient en train de tourner pour que les workflows, ils marchent. Donc, en fait, si tu as aucun besoin de faire tourner tes workflows en actif, c'est-à-dire 24 heures sur 24, tu vois, de les laisser actifs tes workflows même quand tu dors, eh bien, tu peux juste utiliser Docker. Tu allumes ton Docker, tu allumes tes conteneurs Docker lorsque tu utilises NVTEL. D'ailleurs, si vous ne savez pas c'est quoi un conteneur, je vous en parle dans la vidéo pour installer NVTEL à travers Docker. Mais en gros, un conteneur, c'est juste un espace virtuel où on fait tourner NVTEL. Bref, je pense que j'ai quand même pas mal expliqué ça là-bas avec une belle analogie que j'ai trouvée grâce à ChatGPT. Mais n'hésitez pas à voir la vidéo, bah, j'essaierai de vous la mettre en description. Mais voilà. Le désavantage d'utiliser Docker, c'est en fait que ton ordinateur, il doit être allumé tout le temps. Si tu veux que tes workflows ils tournent tout le temps, eh bien, ton ordinateur, il doit être allumé 24 heures sur 24, ce qui n'est pas possible. Donc, il est beaucoup plus judicieux, si tu as besoin de workflows qui tournent tout le temps, eh bien, d'opter pour un truc comme Hostinger. Donc, en serveur distant, ça, les serveurs distants, eh bien, ils vont être tout le temps allumés, en fait. Tu vois, ils fonctionnent comme ça. Par défaut, c'est comme ça. Alors, tu peux les éteindre dans les paramètres, mais par défaut, bah, ils fonctionnent tout le temps. Donc, si tu as besoin voilà, un workflow qui run toutes les 1 minute, qui check ta boîte mail toutes les 1 minute, eh bien, il est beaucoup plus pertinent, en fait, d'opter pour ça, tu vois, d'opter pour un serveur privé. Bref, là, c'est un peu pour de la mise en contexte. Maintenant, parlons du caractère véritablement open source, qui est la découverte que j'ai faite d'ailleurs cette semaine. Donc là, je vais rentrer sur mon NVTen qui est pris d'ailleurs sur Hostinger. Pourquoi j'ai choisi Hostinger? Parce qu'en fait, pour éviter la complexité technique, comme je vous l'ai dit, ils offrent une template. J'avais pas forcément d'expérience dans tout ce qui est gestion dans une machine virtuelle, etc., etc. Donc, pour commencer en douceur, je me suis dit, je vais tout simplement et pour Hostinger, tu vois, et puis pas faire le malin, tu vois, pas faire l'expert. Tout simplement. Donc, là, je vous mets un peu en contexte. C'est un projet que je fais pour des soucis de confidentialité. Bah, je vais pas expliquer c'est quoi le projet, mais checkez ça. En fait, là, je me suis rendu compte que j'avais une problématique. J'avais besoin d'analyser une image pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dessus. Donc, on a un document administratif et j'ai besoin de savoir c'est quoi le document administratif qui m'a été envoyé par mail. Ok, ça peut être par exemple une carte d'identité, ça peut être, je sais pas moi, un permis de conduire, peu importe. Donc ça m'est envoyé par mail. Vous voyez, grâce à ce nœud Gmail-là, moi je check dans le mail que j'ai reçu, est-ce que en fait, c'est ce document et en fait, je donne la possibilité à l'IA d'analyser l'image et de me dire, en fait, c'est quoi? C'est quoi qu'il y a sur l'image? Est-ce que c'est un permis de conduire? Est-ce que c'est une carte d'identité, et cetera? Donc ça, je vais mettre cela sur le côté pour l'instant. Je vais run ça. Et voilà, juste pour que ce soit plus parlant. Ok, vous voyez que là, il y a deux fichiers. Il y a deux fichiers. Et puis voilà. Donc, ce que j'ai fait ici, enfin, avant de mettre le nœud agent IA, ce que j'avais fait à la base, c'est que j'avais utilisé le nœud OpenAI. Ok? Donc là, d'ailleurs, pour vous expliquer pourquoi j'ai structuré ça comme ça. Donc là, en gros, dans le premier nœud, je reçois le mail avec les fichiers. Ok, vous voyez, il y a les fichiers binaires ici. Là, je vais utiliser un filtre pour être sûr, en fait, de ne laisser passer que des mails avec des fichiers binaires. Donc là, c'est un seul mail, mais admettons qu'il y avait 3 mails qui étaient récupérés. Je vais laisser passer seulement ceux qui contiennent des fichiers binaires, parce que le reste, je m'en soucie pas. Je veux juste ceux qui ont des fichiers binaires, c'est-à-dire des fichiers, afin que je puisse analyser, eh bien, c'est quel fichier qu'il y a dedans.
Ensuite, j'ai utilisé un nœud code qui va me permettre d'extraire le nom de chaque fichier, ok, parce que le nom, il m'a été retourné ici. Je n'ai pas la possibilité de le drag and drop dans une case, ok. Donc, j'ai demandé à l'IA de me générer ce code en lui expliquant la situation. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour expliquer comment j'utilise le nœud code, car je ne code jamais dedans, mais comment je réfléchis, à quel moment je pense à l'utiliser et comment je l'utilise avec l'IA. Bref. Ici, dans le nœud IA Basic LLM Chain, je vais tout simplement lui dire de déterminer si cet email est un dépôt de fichier de la part d'un client pour son dossier administratif et de répondre uniquement par oui ou non. D'accord. Et là, pour qu'il puisse faire le travail, je lui donne l'objet du mail, le corps du mail, ainsi que les noms des fichiers joints qui m'ont été générés par le nœud précédent. Code. Ok, donc lui, il va devoir en gros analyser l'objet du mail, le corps du mail, et ainsi que les noms des fichiers, et estimer en fait, est-ce qu'il s'agit d'un dépôt de fichier? Parce que j'imagine que si une personne dépose un fichier, elle va dire dans l'objet du mail, voilà, dépôt de fichier, ou dans le corps du mail, elle va dire, veuillez retrouver 6 joints, je sais pas, ma carte d'identité par exemple. Bref, je donne à l'IA toutes ces informations-là, ainsi que les noms des fichiers. Par exemple, si c'est carte d'identité, peut-être qu'il va être carte d'identité Ousmane. Quelque chose comme ça. Donc voilà, je lui donne toutes les informations pour qu'il puisse savoir est-ce que c'est bel et bien un fichier, enfin un dépôt de fichier ou non. Et je lui dis réponds par oui ou non. Ok, donc là, il me répond par oui ou non. Et ensuite, moi, je vais passer dans une branche en fonction de si c'est oui ou non. Donc ici, je vais utiliser à nouveau le nœud code. Pourquoi? Parce que j'ai envie de retrouver les données binaires en vie. Tu vois, j'ai envie de retrouver le fichier pour pouvoir le donner à l'IA et qu'il puisse analyser de quel fichier administratif, document administratif il s'agit. Donc, j'utilise le nœud code. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne peux pas directement donner à l'agent IA je vais relier ça. Sur un 8N, tout ce qui est fichier binaire, je peux l'utiliser uniquement si le fichier binaire est dans le nœud précédent. Donc là, vous pouvez voir par exemple que dans le nœud Gmail, il y a des fichiers binaires qui m'ont été retournés. Je les vois ici dans le nœud filter, le nœud suivant. Je peux les voir ici, ok? Je peux les utiliser aussi. Mais si je viens dans un nœud plus tard, regardez, si je viens dans le nœud Gmail, je n'y ai pas accès. D'accord? Ou si je rentre dans le nœud code ici, vous pouvez voir que si je viens dans filter, je ne vois pas le fichier binaire. Si je viens dans Gmail Trigger, je ne le vois pas. D'ailleurs, pour le voir, il faut que ça me retourne une case binary ici, comme c'est le cas ici. Parce qu'en gros, ce que ce nœud code a permis de faire, c'est de charger les fichiers binaires. Parce que pour utiliser encore une fois un fichier binaire, il doit être nécessairement, c'est une particularité de N8N, hein, mais il doit être nécessairement dans le nœud qui est juste avant. Donc moi, il fallait que je récupère ce qui m'a été retourné dans ce nœud-ci, comme fichier binaire, dans le nœud Gmail, et je le charge en gros. Je le charge pour le faire retourner par le nœud code ici, et que je puisse par la suite l'utiliser dans l'agent IA et lui dire de l'analyser. Et puis voilà. Encore une fois, j'ai pas généré ce code, mais bon. Voilà. Donc là, ça m'a retourné les données en 2 items, parce qu'il y a 2 fichiers binaires. Et dans un premier temps, ce que j'ai essayé de faire, c'est en fait d'utiliser le nœud très intuitif de OpenAI qui permet de faire ça. D'ailleurs, il s'appelle Analyze Image. L'Analyze Image, il permet de faire quoi? Bah, d'analyser une image, tout simplement. Sauf que moi, le problème que j'ai rencontré déjà de 1, c'était que j'avais pas une image. Ce que j'ai, c'est un fichier PDF, donc a priori, ça ne devrait pas marcher. Mais j'ai essayé quand même avec un fichier image et j'ai trouvé que ce nœud, il marchait pas. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de le refaire. Donc, je vais mettre par exemple un formulaire N8N ici. OnForm Event, File. Je vais, File Element, je vais mettre l'image. OK. Le Element Type, je vais mettre File. Et ici, je vais utiliser un nœud OpenAI, Analyze Image. Il y a écrit What's in this image? GPT-4 mini. Tac. Binary file, parce que le input type, c'est pas un lien. L'image, on y a accès directement avec le fichier binaire et non pas grâce à un lien.
Le input data field name, c'est comment que j'ai appelé le fichier? Je l'ai appelé l'image. Donc, a priori, ici, c'est l'image que je devrais mettre. Et puis voilà. Donc là, je vais exécuter ici. Là, je vais lui fournir une image. Submit. Vous pouvez voir, the item has no binary field, l'image. Ok, donc en fait, je dois écrire ça comme ça exactement. Donc avec tiré du bas. Ils ont remplacé ça par tiré du bas. J'exécute ça. Vous pouvez voir qu'il y a une erreur. Alors, j'ai fait des recherches sur cette erreur. Je n'ai pas trouvé ce que ça signifiait. J'ai pas réussi à la débug, en fait, tout simplement. Donc, je me suis dit, dans tous les cas, ce nœud, il ne marche pas. D'accord? Ce nœud ne marche pas, que ce soit avec un PDF ou avec une image. Donc, dans tous les cas, c'est une image. Voilà, je ne peux pas l'utiliser. Donc, moi, ce que je me suis dit, j'ai trouvé une alternative. Je me suis dit, je vais utiliser un autre LLM qui a des capacités de vision. Quel LLM a des capacités de vision? OpenAI peut le faire, ok? Parce que lorsque vous allez sur ChatGPT, vous donnez une image dans le chat, vous pouvez discuter de l'image avec ChatGPT. De connaissance, je me suis dit, Gemini aussi peut le faire. Donc, je me suis dit, je vais essayer de passer par Gemini. Et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, Gemini, vous n'avez pas une action Analyze Image comme ChatGPT le fait. Si vous tapez Gemini, vous allez voir qu'il n'y a que Google Gemini Model. Donc ça, c'est le petit modèle que vous pouvez uniquement donner à un agent IA. Donc, j'ai pas le choix. Je vais utiliser un agent IA. Mais c'est pas si mal que ça. Pourquoi? Parce que il y a cette option-là, Automatically Pass Through Binary Images. Donc, en gros, on va donner aussi en input à notre agent IA le fichier binaire. OK? Donc, l'option-là, on vient ici, on clique sur Adoption, on clique sur ça et on active ça. Automatically Pass Through Binary Image. Donc, s'il y a du fichier binaire dans le nœud précédent, ce qui est le cas, ça va le donner en input, en fait. Tu vois? Donc, là, je vais réexécuter. Vous allez voir normalement ce que ça va donner. Donc voilà, là, il me retourne 2 items. Donc, une description pour chaque item. Maintenant, là, on peut voir que qu'est-ce qu'il m'a donné? Please provide with the file. OK. Donc là, en gros, c'est comme si je ne lui avais rien donné, tu vois. Pourquoi, en fait, on a l'impression que je ne lui ai rien donné? C'est parce que ça passe uniquement des images, mais pas des fichiers. Je vais confirmer cette théorie, d'ailleurs. Je suis pas sûr, mais je pense, hein. Je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas pu analyser. Je vais mettre à nouveau un form dans lequel je vais mettre un fichier image. Maintenant, je suis sûr que c'est le cas parce que hier, j'avais testé. L'image, tac, tac, tac. Maintenant, je suis sûr que c'est le cas parce que hier, j'avais testé et c'était le cas. Donc là, je vais lui donner cette image. En gros, c'est un screenshot d'un livre. Là, normalement, le prompt, c'est What's in this file? Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? Il me dit, voilà. Ceci est une portion d'un livre, spécifiquement le chapitre 6 du book Essentialism. Et il explique qu'est-ce qu'il y a sur ces 2 pages-là. Bref, voilà. Donc il a bien pu analyser ce qu'il y a dedans. Ouais, bon, le problème, c'était en fait que c'était pas une image et que l'option là, en fait, il fallait que ce soit une image. À partir de là, je pense qu'il m'est arrivé une autre galère. En fait, la galère qui m'est arrivée, c'est que le workflow là, en fait, il va être utilisé par une personne qui va recevoir des documents PDF majoritairement. Ça veut dire que moi, l'option que j'ai pour laisser l'opportunité à Gemini d'analyser le fichier, il faut absolument que ce soit une image qui soit en entier. Or, moi, j'ai des PDF, hein, j'ai des PDF qui me sont fournis. Donc, je me suis dit, forcément, dans le workflow, il va falloir convertir ces PDF-là en images. C'est possible. Il y a plein d'outils qui permettent de le faire. OK? Il y a plein d'outils qui permettent de le faire. Et vous pouvez voir, par exemple, lui. Je l'ai utilisé pendant des années. Il permet de convertir des fichiers. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer ici, choisir les fichiers. Vous donnez votre fichier. Donc ça, je vais vous donner ça, par exemple. Là, vous dites dans quel truc vous voulez le convertir, PDF, par exemple. Vous cliquez sur convertir et ça va le convertir. Maintenant,
Ça, c'est une méthode manuelle. Moi, je suis dans le cadre d'une automatisation, ce qui veut dire que j'aurai besoin d'une API. Conversio, que vous voyez là, possède une API. API. Vous pouvez voir que Conversio possède une API qui doit être payante. Je pense qu'elle est payante. La plupart de ces API-là sont payantes. Donc moi, en gros, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu sur Google, j'ai tapé PDF to PNG API. Vous pouvez voir, j'ai fait la recherche, regardez, j'ai cherché tous ces sites-là. J'ai cherché une API qui permet de le faire parce que je veux le faire à travers l'automatisation. Mais voilà, toutes les API sur lesquelles je suis tombé, eh bien, elles étaient payantes. Tout simplement. Et c'est en fait là que j'ai découvert la puissance de l'open source. C'est là que j'ai découvert la puissance de l'open source. En réalité, ce que j'ai constaté, c'est que tous les logiciels que vous pouvez voir sur Internet, là, tous les SaaS que vous voyez là, ils utilisent tous les mêmes logiciels open source. Comme je vous le disais, des logiciels open source, c'est des logiciels qui sont, un, qui sont gratuits, deux, que vous pouvez installer dans votre machine et faire n'importe quoi avec. Donc, en gros, qu'est-ce que font ces gens-là? Ils utilisent des API, s'ils ne l'ont pas développé eux-mêmes, hein, mais ils utilisent des API qui sont open source. Et en gros, ils se sont un peu confrontés à la complexité technique et ils ont créé un SaaS. Et du coup, nous, utilisateurs, pas techniques, eh bien, ils nous vendent ces SaaS-là, tu vois. Alors que derrière, ils utilisent un outil qui est gratuit, qui est open source. Donc, en fait, là, j'ai une réalisation. Mais si on est capable d'utiliser des outils open source nous-mêmes, mais c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on a accès à tous les logiciels à la source. Parce que quasiment tous les logiciels existent pour tous les usages. Donc, en gros, il faut juste qu'on puisse utiliser des logiciels open source. Et en fait, j'ai eu la réalisation quand j'ai un peu discuté avec ChatGPT et que je lui ai expliqué un peu ma problématique. Il m'a parlé de ce logiciel-là, PDF to PPM. PDF to PPM, c'est un logiciel qu'on utilise en ligne de commande. La ligne de commande, c'est ça. C'est ça la ligne de commande. Voilà, c'est ça la ligne de commande. C'est un logiciel qu'on utilise sur la ligne de commande et qui permet de faire ça, en fait, qui permet de faire de la conversion. C'est simplement, grâce à une simple commande, d'ailleurs que ChatGPT m'a donné, mais grâce à une simple commande, vous pouvez faire cette conversion de fichiers directement. Ok. Et ça va être gratuit, c'est open source. C'est-à-dire le logiciel, vous aurez juste à l'installer soit sur votre machine, votre ordinateur, soit sur votre Docker, soit sur votre, moi en l'occurrence, sur mon VPS Hostinger. Ok. Sur mon VPS Hostinger. Parce qu'en fait, vous avez des nœuds sur N8N qui fonctionnent uniquement en local. Vous ne pouvez pas l'utiliser si vous avez la version cloud de N8N. Vous pouvez l'utiliser uniquement si vous avez une version locale self-hosted, donc auto-hébergée. Okay. Moi, j'ai auto-hébergé N8N sur mon Hostinger. Vous, ça peut être Docker, ça peut être. Il y a plein d'autres logiciels qui permettent de le faire. Donc, moi, en fait, sachez qu'il y a des logiciels qui fonctionnent uniquement en local comme ces deux-ci. Ok. Celui-là, il ne fait pas partie, il est à côté. Mais ces deux nœuds-là, par exemple, ils fonctionnent uniquement en local. Execute command. Il permet d'exécuter des commandes sur votre machine directement. Donc, en gros, moi, ce que j'aurai à faire dans le cadre de mon projet-là, c'est venir prendre ce nœud execute command, le mettre ici, et directement, je vais pouvoir mettre la commande. La commande, comme je vous disais, le logiciel PDF ou PPM là, qui permet de convertir un PDF en PNG, je vais utiliser en fait une commande dedans qui va me permettre de convertir le fichier. D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer la commande que le ChatGPT m'avait proposée. Donc voilà, il m'avait proposé ça. Tu vois, ça se fait une commande comme ça. Donc tu vas mettre PDF ou PPM, PNG, quelque chose comme ça en fait, tu vois. Ça ressemblerait à ça. Ça ressemblerait à ça. Et ça allait faire quoi en fait? Tout simplement, traduire mon PDF en PNG en fait, tout simplement. Gratuitement en local et j'aurais pas eu à payer une API payante sur Google, etc. etc. Est-ce que vous réalisez un peu la puissance de l'open source? Parce que tous les logiciels que vous pouvez voir ici, en fait, sur le net, etc., mais ils utilisent des logiciels open source pour fonctionner et après, ils vous font payer le service, en fait. Il y a un logiciel aussi qui s'appelle, je crois que j'ai ouvert la page, je l'ai fermé.
SFmpeg. En gros, lui, ce qu'il permet de faire, c'est de traiter avec de l'audio et de la vidéo. Lui aussi, il fonctionne en ligne de commande. D'ailleurs, tous ces logiciels les plus puissants, là, ils fonctionnent en ligne de commande. C'est-à-dire, il n'y a pas d'interface où tu vas cliquer. Non, c'est des commandes, en fait, que tu tapes. Donc, comme je vous disais, soit si c'est sur votre PC, vous pouvez taper les commandes ici. Si c'est pas sur votre PC, eh bien, si c'est par exemple sur n8n, vous pouvez tout simplement taper ça dans le nœud execute command. Donc, c'est extraordinaire. Par exemple, moi, quand je tourne mes vidéos, elles sont sous le format MKV. Je pense que YouTube accepte pas MKV. Ou en tout cas, dans tous les cas, j'ai besoin pour une raison ou pour une autre, je sais plus laquelle, mais j'ai besoin de convertir mes fichiers en MP4. Et avant, ce que je faisais, c'est que j'utilisais des logiciels tiers qui sont d'ailleurs souvent payants. Et puis voilà, c'est compliqué. Et quand j'ai découvert SFmpeg, en fait, j'ai découvert en fait que tous ces logiciels tiers là, ils utilisent SFmpeg derrière dans le bac, tu vois, pour nous permettre de faire ça. Et après, ils vous font payer pour ça, naturellement. Mais voilà, si on est capable d'utiliser les logiciels à la source, qui sont d'ailleurs gratuits encore une fois, eh bien, pourquoi pas? Et ça va tourner même certainement plus rapidement. Peut-être, bon, ça va dépendre de la puissance de ton PC. Ça peut potentiellement tourner plus vite que si tu passes par un logiciel cher. Bref, vous voyez les logiciels aussi qui permettent de découper des vidéos long format, par exemple des longs podcasts, en des shorts. Dites-vous que ces logiciels-là, ils utilisent des logiciels open source comme FFmpeg, en fait, tu vois, parce que FFmpeg aussi, en plus de la conversion de vidéos, etc., il permet aussi de découper et d'éditer des vidéos, de mettre des images dessus, de mettre du texte dessus, etc., etc. Ou encore une fois, bah, de découper des vidéos. Donc souvent, ils utilisent ce logiciel-là, FFmpeg, pour découper des vidéos long format en court format. Et du coup, ils vont vendre ça sous forme de SaaS. Donc voilà, je veux juste vous montrer la puissance d'utiliser les capacités locales de N8N. Et c'est pour ça, en fait, je me suis rendu compte que ça, ce sera jamais le cas. Ce sera jamais le cas avec un logiciel qui n'est pas open source. Jamais N8N ne sera dépassé par un logiciel qui n'est pas open source. Pour ces raisons-là. Déjà, la plupart des personnes non techniques, mais elles ignorent ça. Elles, ce qu'elles voient avec du caractère open source, c'est le coût. L'avantage coût. Tu ne payes pas N8N par rapport à un autre logiciel. Mais il y a plein d'autres d'avantages comme ceux que je suis en train de vous présenter là, en fait. Il y a d'autres nœuds d'ailleurs qui sont utilisés uniquement en local. Donc, vous pouvez voir le nœud là, que j'ai découvert et que je devrais utiliser certainement dans le cadre de mon projet. Il permet soit de lire des fichiers de mon disque, de mon ordinateur, ou d'écrire des fichiers sur mon ordinateur. Quand je dis lire, c'est en gros récupérer le fichier. Donc en gros, là, j'ai un fichier sur mon PC. Si je fais tourner N8N sur mon PC, là, moi, je fais tourner N8N sur mon Hostinger. Mais si c'est sur mon PC, je peux en fait prendre un fichier sur mon ordinateur, mettre l'URL. Donc c'est pas vraiment l'URL, le chemin, on appelle ça. Donc c Ousmane téléchargement, etc., etc. Je peux récupérer un fichier sur mon ordinateur et faire ce que je veux avec dans mon automatisation. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est write, donc écrire le fichier à nouveau sur mon ordinateur. Donc, en gros, placer un fichier sur mon ordinateur, l'enregistrer sur ma machine sur laquelle tourne N8N. Donc voilà, ça, ce sont des nœuds qui sont utilisés seulement en local. Et s'ils sont moins populaires que le reste, c'est justement parce que, voilà, certainement un peu à cause de la barrière technique. Mais voilà, il y en a plein. Tu vois, FTP par exemple, ici, c'est un logiciel, c'est un nœud qui est utilisé uniquement en local. Donc voilà. Non, une autre chose que j'ai appris, parce que bon, je vous ai dit que on est en mode documentation là, tu vois. Donc je balance tout ce que j'ai appris. Une autre chose dont je me suis rendu compte, c'est que le container, c'est vraiment isolé. Donc le container, c'est ce dans quoi N8N c'est vraiment isolé du reste. Donc moi, en fait, à la base, ce que j'avais fait, c'est que je suis venu sur mon Hostinger et que je suis parti sur mon terminal de navigateur. Donc le terminal de navigateur, c'est simplement la ligne de commande de ma machine Hostinger. La ligne de commande sur mon PC, c'est ça, commande prompt. C'est tout simplement ma ligne de commande, c'est mon terminal. On appelle ça aussi un terminal. Et du coup, avec Hostinger, étant donné que mon VPS, il est distant,
D'ailleurs, je sais pas pourquoi il n'arrive pas à charger ça. Mais étant donné que mon VPS, il est distant, enfin, j'ai pas accès à l'ordinateur physiquement, eh bien, j'ai accès au terminal, c'est-à-dire à la ligne de commande, à travers le navigateur. Donc voilà, ça c'est la ligne de commande à laquelle j'ai accès. Là, je peux taper tout simplement des commandes. Donc moi, ce que j'ai fait à la base, c'est que j'ai téléchargé les logiciels directement sur la ligne de commande de Hostinger. Parce que je me suis dit, mon N8N, il est sur Hostinger, donc je vais sur Hostinger. D'ailleurs, précision, ces logiciels-là que vous voyez là, ils ne sont téléchargés qu'à travers la ligne de commande. Ok. Parce que parfois, tu as l'opportunité, si tu es sur ton propre ordinateur, tu as l'opportunité de l'installer comme un logiciel normal en allant sur le site et en tapant, en cliquant sur télécharger. Mais sinon, voilà, là, je le télécharge à travers la ligne de commande. Donc là, pour FFmpeg, par exemple, c'était, je crois, quelque chose comme sudo apt install ffmpeg-y. Je pense que c'était ça la commande. Et en gros, ça va installer ffmpeg sur mon PC et je vais pouvoir l'utiliser à travers la ligne de commande. Si je veux convertir un fichier, eh bien, je peux le faire, créer une automatisation qui va me permettre, en fait, de convertir mon fichier directement. Donc, en fait, moi, ce que je peux faire, c'est créer mon propre SaaS, ok, créer ma propre API carrément, qui va me permettre en fait de convertir mes fichiers tout comme le fait cette application-là. Sauf que moi, j'aurai carrément une automatisation pour ça. Donc, j'aurai ma version de ce logiciel pour moi-même, tu vois? Et je l'aurais créé tout seul et créé assez facilement. Mais en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est vraiment que là, c'est séparé. Là, en fait, je suis sur mon VPS Hostinger. Là, je suis, comme je vous l'ai dit, je suis sur le terminal de ma machine Hostinger. OK? Donc, le truc, c'est que N8N, ça tourne certes sur mon VPS Hostinger, mais le problème, c'est que N8N tourne dans un environnement distinct. N8N tourne dans ce qu'on appelle un conteneur Docker, et du coup, un conteneur Docker, c'est séparé du reste, tu vois. Donc, si j'installe le FFmpeg sur directement le terminal de mon VPS Hostinger, en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'utiliser par la suite FFmpeg sur N8N à travers le nœud execute, commande là en rose. Ok. J'ai essayé d'utiliser FFmpeg ici, mais en fait, j'arrivais pas. Pourquoi j'arrivais pas? Parce qu'en fait, le N8N est dans un conteneur. Le conteneur, c'est isolé du reste. Donc, en fait, ce que j'ai finalement dû faire, c'est réinstaller en termes simples, réinstaller et mettre à jour mon conteneur N8N en y installant FFmpeg et en y installant PDF ou PPG, là, je crois. En tout cas, tout logiciel que j'ai envie d'utiliser à travers la ligne de commande sur N8N, eh bien, j'étais obligé, en fait, totalement obligé en fait, de mettre à jour un tout petit peu mon conteneur et de le réinstaller avec les logiciels là. Donc, en gros, les logiciels doivent être disponibles et accessibles dans le conteneur. Parce que si tu le mets juste dans le VPS, mais que c'est pas dans le conteneur, c'est plus difficile, en fait. Donc, voilà. Je pense que c'était tout. J'avais même pas de plan pour cette vidéo, mais voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour, hein. Donc voilà la puissance du open source. N8N ne restera jamais premier tant que N8N sera open source et que la concurrence sera pas open source. Et puis voilà. Donc voilà. Donc voilà, c'était un truc un peu spécial, on va dire, que j'ai appris durant cette semaine. Je vais continuer à explorer ce 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 caractère, cet aspect open source, tu vois? Et je vous ferai certainement, je sais pas quand, mais des tutoriels qui vont inclure, voilà, par exemple, FFmpeg. Eh bien, en fait, j'ai une idée de projet que j'ai envie de faire et bah, lorsque je le ferai, bah, je vous le présenterai en vidéo, tout simplement. Mais du coup, bah, ça sera une bonne occasion de montrer un tout petit peu comment utiliser cette ligne de commande, enfin, c'est ce nœud execute commande, sur N8N. Ainsi que d'autres nœuds comme le nœud read file from disk ou quelque chose comme ça. Le nœud vert là qu'on avait vu tout à l'heure. D'ailleurs, tout à l'heure, je pensais à un truc. Je me suis dit, je vais utiliser ma chaîne Twitch
Ma chaîne Twitch pour faire des streams où je vais tout simplement, construire, tu vois? Construire des workflows en direct, tu vois? Bah, même s'il y a personne, juste je lance et puis, bah, s'il y a quelqu'un qui veut venir discuter ou qui veut venir voir, mon processus, tout simplement, bah, il peut venir, tu vois? Donc, si j'oublie pas, bah, je vous mettrai le lien de la chaîne Twitch en description parce que j'aime pas faire des lives sur YouTube. Je préfère Twitch pour ça et puis voilà, tout simplement. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que la vidéo était pas trop technique, hem, mais voilà et que j'ai su vulgariser, mais ouais. Donc voilà, nous, on se dit à la prochaine. Peace.